bonsoir, hein, bienvenue. Ça fait, en fait, sur ces plateaux des samedis, je crois que c'est la première fois en fait. Hein. Oui, ça fait longtemps, mais samedi, je suis venu d'autres jours, pas samedi. Pas samedi. Alors, comment se porte les changements? C'est vrai qu'on ne va pas parler de la coordination de CCM, mais les mentalités ont changé déjà ou bien continuent à changer, commencent à changer ou bien comment ça va en fait? On doit avouer qu'on vient d'un creux, on vient de très loin. Le reportage qui nous a précédé ici vous dit jusqu'où déjà le pays était détruit. Si vous regardez les 20 dernières années, on vient de très loin. Mais aujourd'hui, nous pouvons admettre qu'un grand travail est déjà fait, on fait un grand pas. Il reste beaucoup à faire dans différents échelons. Si je dois être franc, l'aspiration à une nation où les valeurs éthiques et morales transparaissent dans la gestion et la gouvernance à tous les niveaux, c'est notre vœu, c'est le vouloir du chef de l'État. Nous avons commencé un grand travail, mais les effets ne sont pas encore manifestes à tous les niveaux. Rien qu'à voir les différentes dénonciations qu'il y a. J'ai l'impression de sentir avant un aveu d'échec. Hein. C'est comme si vous sentez que, bon, c'est vrai, vous êtes en train de travailler, mais le résultat ne suit pas. Hein. À vous entendre parler. Non, je veux juste être franc. Il y a des choses que le Congolais lambda voudrait voir tout de suite arriver. Il voudrait entendre dire fini les détournements de fonds publics. Il voudrait entendre qu'on dise que c'est fini tout ce qui se passe comme antivaleur dans la fonction publique. On voudrait voir des effets remarquables. La population le veut. Oui, il y a une prise de conscience qui s'installe tranquillement. Oui, 2 ans et demi de travail de la CSM, les effets se font sentir dans certains milieux, pas dans certains autres milieux. Il faudrait donc que la cause du changement de mentalité devienne une cause nationale. À notre humble avis, ce n'est pas seulement le travail de la CSM, que ça devienne une cause nationale, que toutes les institutions s'en imprègnent et décident de mettre un budget national pour la lutte contre les antivaleurs. Comme le chef de l'État le veut, on lutte contre la pauvreté et on lutte aussi contre les antivaleurs. Ça, c'est notre vœu. Nous l'avons exprimé de plusieurs manières durant différentes autorités. Je dois comprendre, pour lutter contre les antivaleurs, pour changer la mentalité des gens, pour changer ce qui nous appelle le tibia des gens, il faudrait un budget, il faudrait de l'argent. Il faudrait un budget. Pourquoi il faudrait un budget? Rien que couvrir l'étendue nationale, aller parler de changement de mentalité partout dans la nation, ça prend des structures, ça prend une organisation structurelle bien faite. Et il y a un coût derrière. La sensibilisation, la vulgarisation, ça prend de l'argent, d'une part. D'autre part, même quand il n'y a pas assez d'argent pour tout régler en même temps, mais si on se dit, ça c'est une priorité, parce que c'est l'homme congolais qui est au centre du développement. S'il n'est pas changé, le développement ne reviendra pas. On mettra beaucoup d'argent. Je vais être franc avec vous. On mettra beaucoup d'argent dans les 145 territoires. Mais si déjà les décideurs eux-mêmes, ceux-là qui doivent gérer ces grands projets, sont dans l'ancienne mentalité, ces projets risquent de devenir un sérieux problème, même pour le chef d'État. Il y a certains ministres, certains décideurs qui se comportent encore avec l'idée que les accopent. Non, il faut qu'ils prennent qu'on a une marchandise à livrer, comportons-nous comme des bons gestionnaires. C'est un projet qui doit aboutir pour le bien de la population. À vous entendre parler, je comprends que le changement de mentalité ne devrait pas, il ne faudrait pas demander aux Congolais lambda de changer de mentalité. Il faudrait d'abord commencer par demander aux leaders, aux ministres et autres responsables de changer d'abord, de commencer par changer de mentalité et les autres suivants. Effectivement, l'eau ou tout fluide ne suit que la forme du récipient. Tu peux prendre 1 litre d'eau, tu le mets dans un récipient rectangulaire, il va prendre cette forme-là. Tu changes de récipient qui a une autre forme, ça va prendre cette forme-là. Le peuple ne mérite que ses dirigeants. Si les dirigeants
sont des gens avec l'éthique des responsabilités qui pensent aux conséquences. Quand je détourne ces fonds, quelles sont les conséquences qu'il y a sur le peuple? Et que si on change cette façon d'approcher les deniers publics, le peuple va suivre. Si on met des règles que nous-mêmes, nous suivons, nous observons, le peuple va suivre. Aujourd'hui, tout Congolais te dira, Bango Bandana va changer. Bon, Hollande. Tout Congolais te dira ça. Et on n'est pas ici pour se mentir. Donc il faut se dire les choses. C'est plutôt jamais parce qu'on se regarde dans les yeux, on se dit des vérités. Donc il faudrait, mon cri de cœur aujourd'hui, c'est que tout celui qui est agent public de l'État devienne le modèle pour ses enfants en termes de l'équité, de justice, d'honnêteté, de sincérité, d'intégrité. Si déjà tes enfants te voient comme agent public modèle, quand tu montes au niveau de l'église, on te trouve modèle. Tu vas dans ton quartier, on te trouve modèle. Et à ton bureau, tu es modèle. On aurait déjà gagné grand-chose. Vous êtes coordinateur adjoint de cette structure, hein, la CCM, qui est pour le changement de mentalité. Je vais prendre un exemple, là, ça me vient à l'esprit comme ça, je vais me poser cette question. Prenons le travail qu'abat l'IGF, l'inspecteur général des finances. Un grand travail chaque jour. Il dénonce les antivaleurs, il dénonce ceux qui sont les corrupteurs, il dénonce. Mais c'est comme si, finalement, on n'arrête personne. Oui, c'est ça aussi notre souffrance. Ça pose encore un autre problème, ça. C'est ça notre souffrance. Nous pensons que... Des gens qui ont été cités, mais aujourd'hui continuent. La maladie est profonde. Quand le chef de l'État veut un état de droit, ce n'est pas à lui de l'implémenter. Il y a des institutions qui ont la mission de matérialiser la vision du chef de l'État à avoir, durant ses premiers quinquennats, un état de droit. On doit combattre ces antivaleurs qui font que des protégés existent encore. La notion des protégés, des intouchables existe encore. Les faits sont là. L'IGF a fait son travail. Les faits sont là. Que ceux qui sont appelés à condamner, condamnent ceux qui doivent être condamnés. Malheureusement, on pensait, moi je préfère vous dire la vérité, on pensait qu'en adhérant à l'Union sacrée, on verrait et les dirigeants et les dirigés dans une nouvelle vision, une nouvelle dynamique d'un nouveau Congo où les valeurs passent en avant que le trafic d'influence. Malheureusement, certains ont transféré ce vieux vin vers la nouvelle République qu'on voudrait avoir. On a encore la notion de parapluie au niveau... Tout le monde cherche à avoir des parapluies au niveau de la présidence. Tout le monde veut avoir des parapluies au niveau du ministre de Justice, du ministre de Finances, pour préserver les intérêts des individus et au détriment de la nation. C'est ça le grand travail qui reste à faire, je pense. On va entendre parler, j'ai envie de rejoindre mon confrère Luciani Chikra de Politico, que je salue d'ailleurs, je le lisais encore avant-hier, qui disait que vous qui êtes au commandement des affaires, quand vous parlez comme si vous étiez encore dans l'opposition. On vous entend parler, là, du côté que vous parlez, c'est comme si ce n'est pas vous qui commandez les choses. Non, je ne parle pas moi comme individu qui dirige. Non, je parle du système, du régime. Non, je parle ici de la mentalité. Cette mentalité se retrouve dans le sang de chaque Congolais. Mais c'est comme si les gens n'agissent pas, c'est qu'ils doivent frapper, ne frappent pas. Maintenant, il faut arrêter ce discours-là de dire le changement de mentalité, c'est juste idéologique. Il faut conjuguer la sensibilisation avec le côté coercitif. Il faut sanctionner, et sanctionner de manière à interpeller et à avertir les autres. Si vous imitez ça, vous connaîtrez le même sort. C'est notre plaidoyer, que le chef de l'État tape sur la table, sanctionne et sanctionne sérieusement. C'est notre plaidoyer. J'ai envie de poser la question, qu'est-ce qui manque pour qu'il puisse sanctionner? Maintenant, la personne du... L'état de droit est devenu un slogan. La personne du chef de l'État ne peut pas se substituer à un juge ou à un magistrat. Il y a des institutions qui ont comme vocation de dire le droit, qu'ils fassent leur travail. Parce qu'à un moment donné, veut pas, le peuple observe. Le peuple a déjà dénoté la bonne volonté du chef de l'État que les choses changent. Est-ce qu'il n'y a pas de moyens? Le peuple sait que plusieurs moyens ont été mis à la disposition de l'appareil judiciaire. Il y a eu énormément de soutien. Et nous savons, au-delà de l'institution de tutelle, le ministère de Justice,
il y a plusieurs organisations internationales qui injectent énormément de fonds pour qu'il y ait du justice au pays. Donc, commençons par, s'il faut qu'il y ait changement, pour qu'il y ait changement, il faut enlever des personnes, enlevez-les. Mettez d'autres personnes qui sont dignes d'approbation. S'il faut qu'on change la structure elle-même, le fonctionnement même de l'institution, de l'appareil judiciaire, il faut le faire. Donc c'est un prix à payer. Avant d'entendre parler, je suis en train de lire entre les lignes, hein. Arrêtez-moi ou dites-moi que je suis dans le faux au cas où c'est pas ce que vous voulez me dire. Vous êtes en train de plaider, de faire comme avait fait Laurent Désiré Kabila à l'époque, de révoquer autant de magistrats. J'ai pas envie d'avoir de problème avec les magistrats. Révoquer pratiquement un grand nombre de magistrats. Non, c'est pas au nombre, c'est pas la question du nombre, c'est apprécier les choses à leur juste valeur, cas par cas, personne par personne. Puisque vous avez évoqué le cas de l'UGF, si l'UGF sait que fait son travail, il a amené devant l'appareil judiciaire les éléments qui devraient concourir à des poursuites, il sait à qui c'est adressé, il sait qui n'a pas fait quoi, alors que ceux-là soient interpellés. Parlons de la guerre à l'Est, cette agression, tous les Congolais aujourd'hui se sont levés, même le gouvernement, tout le monde se sont levés contre cette énième attaque. Comment vous avez pris les choses à votre niveau? Moi, j'aime ça. J'aime que le peuple, enfin, se réveille et dise nous avons tous le devoir de défendre notre pays. On n'a pas deux pays, on n'a pas deux nations. Donc, cette prise de conscience nationale, et ça tombe bien, ça vient au moment où nous voulions absolument prouver aux gens que notre démarche diplomatique auprès de nos voisins n'était pas un aveu de faiblesse, c'était aussi une sagesse. Vous savez, la Bible dit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu le ressembles. Mais il y a un verset qui vient juste après celui-là, dit, réponds à l'insensé selon sa folie pour que celle-ci se manifeste davantage. Il fallait commencer... J'ai envie de demander ce qui est insensé, c'est qui... C'est lui qui fait ce qui n'est pas censé. Agresser son voisin pendant que tu l'appelles frère, c'est pas censé. C'est pas digne d'approbation. Cette attitude insensée, on ne pouvait pas, au départ, aller comme va-t-en en guerre. Non, il fallait exposer à la face du monde que le problème, ce n'est pas nous, le problème, c'est l'autre. Maintenant que ce message est passé, je ne suis pas contre le soulèvement du peuple et la volonté du peuple de dire répondons à l'insensé selon sa folie pour que personne ne limite après. Le message est passé, oui, d'accord, mais les gens reprochent aujourd'hui, ils disent la réponse n'a pas été à la mesure de la folie du voisin. Oh, c'est très facile de commencer une guerre. Les gens auraient bien voulu aller jusqu'au bout, en finir carrément. Oui, il faut écouter le peuple, on l'écoute le peuple, mais il faut traduire la volonté du peuple par des stratégies. Et un bon stratège ne dévoile pas ses stratégies au grand jour. Donc, on écoute le peuple, on doit répondre à la demande du peuple à la question du comment et de quand. Parce que ce qui nous tue aujourd'hui, réfléchissons, ce qui nous tue aujourd'hui, ce n'est pas cette bonne volonté, cette bonne volonté qu'a toujours la République du Congo, Nzambako Sala, tout ce que Nzambako s'est chargé, c'est nos langages de tous les jours, vous passez ce que vous avez, ah non, Bazo Bomabiso, Bazo Kote, non, Nzamba occupé, j'imagine que vous allez me dire aussi qu'on va prier pour les frères, alors que les autres sont en train de préparer. Qui veut la paix prépare la guerre. C'est comme si nous voulons la paix, mais nous prions. Contrairement à ce que vous pouvez penser, moi je suis partisan de la prière objective. Et dans la prière objective, on définit bien l'objectif qu'on veut atteindre en priant. Qu'est-ce qu'on veut? On veut prendre les déçus sur le Rwanda, alors demandons à Dieu le moyen pour y arriver. Qu'est-ce qu'on veut? On veut la paix a un prix. La prière ne va pas aller tirer les obus. Donc, si on prie, Seigneur, donne-nous les armes, il faut que cette prière-là ait un répondant du côté stratégique. Comment trouver les armes pour combattre l'ennemi? Et on demande l'assistance de Dieu. Ça, c'est une prière objective. Alors, nous sommes en train de prier, on est en train de tuer, on est en train... non, je ne demande pas que le pays s'arrête et ne fasse que la prière. Ceux-là qui
qui ont la mission de réfléchir comment utiliser les armes pour que notre ennemi ne nous envahisse pas, qui continuent à faire leur travail. La prière, c'est de demander dans ce cas-là le soutien divin pour ceux-là qui sont en train d'accomplir leur devoir de protéger la nation. Donc la prière ne va pas dire ne protégez pas la nation, d'une part. D'autre part, Dieu lui-même s'est défini comme l'Éternel des armées. Donc la notion des armes et des armées est aussi dans la spiritualité. S'il est l'Éternel des armées, il est l'Éternel des armées physiques, visibles et invisibles. C'est là qu'une autre dimension de la prière intervient. Si au niveau physique, nous pourrions avoir encore un grand chemin à faire pour résister à nos ennemis, alors Seigneur, du côté spirituel, amène les atouts qu'il faut en support au physique. D'où la prière a tout son sens. Est-ce que la prière empêche que nous ayons une armée bien équipée? Non. Il faudrait que le gouvernement réfléchisse maintenant aux enjeux actuels, aux enjeux qui ont fait les 20 dernières années et la convoitise de nos voisins par rapport à notre pays. Ça va d'une manière grandissante. On doit sortir d'un budget au modèle qu'on le fait aujourd'hui, aller vers un budget réaliste. Il faut que le budget de la défense soit conséquent aux enjeux qui nous entourent. Vous ne pouvez pas donner à votre armée le 1/10 de ce que l'ennemi a comme budget en face de vous et espérer avoir à faire le contrepoids. Devenons réalistes. On loue Dieu, nous avons un grand pays, beaucoup de richesses, mais dans le comment protéger la nation, nous ne sommes pas conséquents. J'aime bien ce que vous êtes en train de dire, hein. Ça me fait réfléchir. Tout à l'heure on parlait des magistrats, on parlait du changement de mentalité, mais on peut donner autant de budget tant que cet argent n'arrive pas aux soldats qui sont au front. C'est encore un autre problème de mentalité envers, je ne sais pas, contre les officiers supérieurs, envers ceux-là qui doivent amener cet argent jusqu'au front aussi. Le militaire de France, il y a quelques semaines, sous le patronat du chef de l'État, a organisé un séminaire sur l'éthique et déontologie au niveau de FARDC. J'étais dans ce séminaire-là, aussi comme panéliste et intervenant. Nous avons tous ensemble vu combien nos vaillants généraux et tous les officiers supérieurs ont décidé de finir les réformes qui ont déjà été entamées au niveau de l'armée, mais aussi de renforcer le côté rédévabilité, le côté lutte contre l'impunité dans l'armée. Et je laisse à ceux qui ont le devoir de rendre ces décisions-là publiques le temps de le faire, mais je veux nous rassurer. La volonté est là, maintenant il faut mettre le moyen et le sérieux pour réformer l'armée dans sa globalité et aussi la police. On a en face de nous certains comportements qui résultent du travail de mégestion de la nation pendant plusieurs années. Il ne faut pas se cacher la face. Et une partie du problème vient de la famille. Dans nos familles, on envoie à l'armée les pires de nos enfants. L'enfant qui n'étudie pas bien, qui n'écoute pas, dit « Yo gagné police, yo gagné armée ». Ne vous étonnez pas que cette personne-là vous reproduise ce que vous lui avez demandé d'aller faire à l'armée, d'être mauvais. Si on envoyait à l'armée le meilleur de nos enfants, le meilleur de la société, en réponse, il nous donnerait aussi le meilleur de service. Nous voulons que la perception de l'armée et de la police change au recrutement déjà. Qu'on recrute les bons et les meilleurs. Que la formation devienne rigoureuse. Ne peut pas accéder à des positions de commandement celui qui n'a jamais été formé pour ça. Nous savons combien le clientélisme a gouverné les mises en place ici dans l'armée. On le sait tout ça. Mais c'est à nous ensemble comme pays de décider. Ça, c'était une mauvaise direction. Voilà les conséquences. Nous en souffrons aujourd'hui. Changeons de direction. Il y a des nations qui ont été pires que nous en termes de corruption, qui ont décidé de mettre des normes et des règles pour que les générations à venir ne souffrent plus de ce dont ils ont souffert. On peut le faire. Pasteur Jacques Kambale Chilombo,
C'est votre nom, hein? C'est Kambala. Pasteur Jacques Kambala Chilombo. À vous entendre parler, j'ai fait exprès de citer votre nom en entier. Hein. Les gens comprennent pourquoi j'ai cité ce nom en entier. À vous entendre parler, je suivais encore, il y a quelques jours, l'ancien ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, qui intervenait lors de la réception du gouverneur du Kazé qui vient d'être élu. Il a dit une phrase, moi, qui m'a intéressé. Il dit, monsieur le gouverneur, l'espoir qu'a suscité à la population, l'espoir qu'a suscité la population lors de l'avènement du régime actuel, cet espoir est en train de s'affriter petit à petit. Et aujourd'hui, en vous entendre parler, c'est comme si on va continuer à tourner autour à trouver des excuses, parce que ça fait 3 ans que Félix Tshisekedi est président de la République. L'espoir qu'a amené Félix Tshisekedi en arrivant au pouvoir, les gens croyaient, les gens se disaient, c'est vrai, 20 ans du régime passé, au moins on verra un changement. Mais c'est comme si aujourd'hui, en vous entendant parler, on continue à avoir toujours des excuses. Cet espoir est en train justement de s'affriter petit à petit. Vous voulez qu'on se parle franchement? Allez-y, pasteur. Okay. Parlez-moi comme coordonnateur adjoint de la coordination pour le changement de mentalité. Dans les 3 ans, vous avez déjà déduit combien de temps perdu dans la coalition avec le FCC? Ça fait plus d'une année, cette histoire est finie, pasteur. Ok, on parle du temps là. Parce que lorsque vous parlez d'espoir, vous l'avez associé au temps. Vous avez dit, ça fait 3 ans que le peuple attend voir les effets de l'espoir que vous avez suscité il y a 3 ans. Donc commençons à faire un petit exercice mathématique. 3 ans, moins combien de temps de perte de temps avec le FCC? Environ 2 ans. Combien de temps de perte de temps de mise sur place d'un gouvernement d'union sacrée? Environ 6 mois. Quand est-ce qu'on a commencé à faire un plan national pour redresser la nation? Après 2 ans plus 6 mois. Donc 2 ans et 6 mois de retard. Mais en tout cas, vous oubliez que tout à l'heure, vous parlez tout à l'heure de l'union sacrée où les gens ont ramené la même mentalité d'hier. Justement, j'y arrive. Même cette union sacrée n'a pas ramené de l'espoir, même ces changements. J'y arrive. Après le départ, aujourd'hui, les FCC, ils disent, non, nous, on n'est plus dans cette histoire. Hein. Non, ils ne peuvent pas se dérober. Quand tu creuses 200 km de profondeur en 20 ans, et tu veux qu'on ramène le tout à la surface en 3 ans, soit tu es sorcier, ou tu as la mauvaise foi. Il ne faut pas tromper le peuple. Le dégât qu'on a trouvé, ça ne se règle pas en 1 an et demi. Sur tous les plans. Entre-temps, le montant qu'on apprend qui ont été détournés... On y va. Lorsqu'on parle de régime, il faut citer les choses telles qu'elles sont. Avec qui on a gouverné jusque-là? Il a quel bagage politique? Quel héritage idéologique? Quelle est sa perception de l'État? Le temps qu'on devienne un dans la même perception, ça donne l'effet que vous voyez là. On a hérité d'une situation et des individus qui nous ont accompagnés dans le nouveau régime en faisant la pesanteur. C'est-à-dire? Tout ce que vous voulez faire pour aller de l'avant, il faut le combattre parce que si ces gens réussissent, ça va mettre en exergue l'échec de notre gouvernance de toutes ces années. C'est ça la question. Combattez à 1000% tout ce que le président Félix-Antoine Tshisekedi veut faire de bien, parce que s'il réussit dans toute sa philosophie et dans sa méthode de travail, tout ce que nous on a fait en mal sera mis en évidence. Voilà pourquoi, par exemple, pour la maman qui a 6 enfants, qu'elle ne savait pas scolariser, l'avènement de la gratuité de l'enseignement, c'est une bénédiction du ciel pour cette maman-là. Parce qu'elle scolarisait les enfants en termes de délestage, comme les Quinois le disent. Cette année, elle envoie 2, 4 autres restent à la maison. Mais là, avec la gratuité de l'enseignement, elle a la possibilité d'envoyer tous les 6 en même temps. De toute façon, vous disons que cette gratuité a été précipitée, c'était pas... Précipité ou pas, si tous ensemble on est unanime que c'est pour le bonheur de nos enfants, quel est ce père qui doit combattre le bonheur de son enfant? Par contre, il va chercher à parfaire ce qui est imparfait, pourvu que ce bonheur soit
réalisé. Donc un vrai dirigeant ne se dirait pas, je vais combattre ça. Non, j'apporte le mieux que je peux apporter pour que ça réussisse. Ça, c'est un fait. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui donnent autant d'énergie à ce que la gratuité échoue. Mais pour le malheur de qui? Les enfants de ton frère, qui n'a peut-être pas le même moyen que toi. Les enfants de ton oncle, qui n'a peut-être pas le même moyen que toi, mais qui ont besoin d'étudier. Donc ça, c'est déjà un élément. Que ce soit ceux-là qui nous ont abandonnés à l'avènement de l'Union sacrée, que ce soit ceux qui sont maintenant à l'Union sacrée, on devrait abandonner les vieilles philosophies. Vous êtes toujours des Non, excuses. je suis en train de confirmer. On a l'impression... Je suis en train de confirmer ceci. Si le Premier ministre Sama a eu la bonne idée que chaque ministre passe dans ce que vous faites de bien pour expliquer le pourquoi, la redevabilité, justement parce que se sont aperçus que le message ne passait pas bien. Et la perception, c'est une donnée dans la politique qu'il ne faut pas négliger. Si elle s'étire dans la durée, les gens risquent de croire que c'est la vraie version. Le peuple a la perception qu'on ne fait rien. Il faut arriver à leur dire, on n'a pas pu faire quelque chose dans tel espace de temps à cause de ça, 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 ça. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, si on les garde là, nous aurons les mêmes problèmes. Nous devons éradiquer ça, 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 pour arriver à avoir tel résultat. Et j'apprécie ce que les ministres font. Maintenant, il faut qu'au niveau des journalistes et les autres, nationalistes et aimant votre pays, un narratif vienne accompagner tous ces efforts pour que la perception négative que le peuple a se traduise à une vérité qu'ils peuvent consommer. Voilà notre message. Ce n'est pas que rien ne se fait, mais nous devons tous ensemble passer le message pour que le peuple réalise que non, on a déjà eu ça, 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 il nous manque ça, et le problème c'est tel problème. Ensemble, nous résolvons le problème. Pasteur, j'aime lire les confrères, hein, j'aime lire les confrères quand ils écrivent. Quelqu'un écrivait, un journaliste écrivait, il dit, c'est vrai, on peut dire, le trou a été profond, même excuse, hein, 20 ans de trou, on a trouvé le pays, là on l'a trouvé, mais aujourd'hui, une année après que le président a tout le pouvoir, j'ai dit tout le pouvoir, prenons les cas, il a fait